Alors, Lyoum, c'est un cours qui va tout mettre en place, puisque après la dissection de tous les effecteurs du système immunitaire, maintenant, on va raconter, si vous voulez, une histoire. C'est pas une réponse immune adaptative, mais c'est davantage une réponse dans l'espace et dans le temps. Que vous compreniez ce qui se passe dès qu'un agresseur pénètre à l'intérieur de l'organisme, comment on va devoir s'organiser pour l'éliminer et justement guérir de cette infection. D'accord? Apparemment, on va passer 2 heures à le lire. C'est pas grave. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment si vous avez des questions, si vous avez des points pas très clairs. Après tout, je suis là pour ça. Le vendredi, contrairement à ce que le dit l'emploi, vous n'aurez pas du MUNO. Ce vendredi, vous allez avoir étudié biochimie, je ne sais plus quelle prof fait avec moi, Madame Sfar. Et la semaine prochaine, vous allez avoir 3 séances du MUNO. Mercredi, jeudi et vendredi. 3 jours de suite. Et a priori, on a quand même une immunité anti-infectieuse. On va dire Madame Sfar comme les hypersensibilités. Ou normalement, le vendredi, il y a comme vaccination. Normalement, pas des hommes, mais je pense qu'on aura une séance de révision. Normalement, tout pour tout, vous avez 11 séances. Ok. C'est bon, on peut commencer? Alors, vous vous rappelez que notre système immunitaire utilise 2 grandes stratégies. Une stratégie innée, une stratégie adaptative. Les 2 stratégies repose sur la présence de récepteurs. Il est complètement erroné de dire que l'immunité innée ne repose pas sur des récepteurs ou ne repose pas sur une certaine reconnaissance. Non, pour l'immunité innée, il y a une certaine reconnaissance, mais on va dire qu'on ne va pas identifier l'agresseur, mais on va identifier un de ses composants. Et l'un de ces composants peut faire partie de plusieurs pathogènes différents. Par exemple, un lipopolysaccharide exprimé par plusieurs bactéries gram-négatives, qui sont différentes, qui ont une pathogénicité différente, mais qui partagent en commun cet antigène. Donc disons que l'immunité innée, via ces récepteurs, va détecter le danger, va détecter la présence d'un étranger, elle ne va pas l'identifier d'une manière très précise, mais juste elle va lever l'alarme pour qu'on puisse se rendre compte qu'il y a réellement un agresseur et qu'il va falloir réagir contre cet agresseur. En revanche, pour l'immunité adaptative, on a une reconnaissance spécifique du gène. C'est-à-dire ça, c'est un strepto, staph, pneumo, les d'accord? On va l'identifier d'une manière très précise. Alors, pour ce faire, on a besoin de récepteurs de reconnaissance spécifiques, que sont les TCR, les BCR, B-cell receptors, et la forme soluble des BCR, que sont les immunoglobulines ou les anticorps. D'accord? Alors, pourquoi a-t-on besoin de 2 stratégies? La stratégie adaptative, elle est très précise, très spécifique. Pourquoi ne pas l'utiliser d'emblée? Voilà. Donc, comme vous l'avez précisé, pour qu'on puisse obtenir une réponse immune adaptative efficace, il va falloir attendre quelques jours, entre 6 et 10 jours. Pourquoi? Pourquoi? Allez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque représentant lymphocytaire, T ou B, se trouve en très faible quantité. Les effectifs sont très faibles. Les lymphocytes T ou les lymphocytes B qui reconnaissent un germe X sont très peu représentés. Donc il va falloir en faire des copies. Et en plus, lorsqu'ils sont naïfs, on va dire que leurs fonctions effectrices ne sont pas directement mobilisables. Il va falloir les activer. D'accord? Donc il va falloir un certain temps pour en faire des copies et pour pouvoir les activer. Bien sûr, pendant ce temps, on ne va pas rester les bras croisés. On va avoir des effecteurs de l'immunité innée, que ce soit cellulaire ou immuno, qui vont agir d'emblée et qui se trouvent
en nombre important, en tout cas assez pour lutter au début de l'infection. Et c'est ça l'avantage de l'immunité innée, c'est d'avoir des effecteurs ready for use, donc prêts à l'emploi, qui peuvent directement attaquer les agresseurs et qui vont agir, si vous voulez, de la même manière vis-à-vis de n'importe quel agresseur. Alors, par exemple, le système complémentaire, Madame Sval, il va s'activer d'emblée avec sa voix alterne dès qu'il voit un germe, bactérie, un virus, etc. Dès qu'il reconnaît un germe, il va s'activer, hop, il va essayer de l'éliminer d'emblée. Kiff pour les macrophages, les PNL, les éosinophiles, les NK, etc. Tous ces effecteurs de l'immunité innée vont agir d'emblée dès qu'ils trouvent un danger. Ils se trouvent, si vous voulez, ils ont un effectif assez conséquent pour pouvoir agir. On n'a pas besoin d'en faire des copies. D'accord ? Ce qui n'est pas le cas des effecteurs d'immunité adaptative qui nécessitent un certain temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la majorité des infections banales, standards, les rhumes, les grippes, les angines, etc., on n'aura pas besoin réellement des effecteurs d'immunité adaptative, puisqu'on va s'en sortir très très rapidement au bout de 2, 3, 4 jours. Donc même si on active les effecteurs d'immunité adaptative, on ne va pas les utiliser très très rapidement, on va éliminer une grande partie de ces effecteurs, puisque l'immunité adaptative va s'en sortir, l'immunité innée va s'en sortir toute seule. D'accord ? Alors, pour l'immunité adaptative, comme je viens de le dire, il y a toujours une phase de reconnaissance, que ce soit directement pour les lymphocytes B ou via une CPA pour les lymphocytes T. Une fois qu'il y a une étape de reconnaissance, et une fois qu'il y a eu cette reconnaissance de l'agresseur, on va en faire des copies. Il y a toujours une expansion globale, puisque chaque représentant est très peu représenté. Donc on va en faire plusieurs copies. Une fois qu'on en a fait des copies, on va se spécialiser. Ah, ici, par exemple, nous sommes dans une muqueuse et on a, je dis n'importe quoi, une bactérie qu'on n'arrive pas à éliminer. Et dans les muqueuses, généralement, on produit des IgA qui sont les plus efficaces. Donc on va se spécialiser dans la production des IgA. Un exemple de spécialisation. Donc, toujours il y a une étape de prolifération, c'est une photocopie, si vous voulez, des effecteurs. Et puis, une étape de spécialisation ou de différenciation, si vous voulez, c'est là où on va réaliser une réponse sur mesure contre le germe X. Ok ? Alors, après avoir éliminé le germe, après avoir résolu le problème de cette infection, une très grande partie des effecteurs va être éliminée par des lésions clonales. Et enfin, malgré tout, on va garder quelques effecteurs mémoire, des lymphocytes T, des lymphocytes B mémoire, qui vont nous servir pour les futurs contacts avec ce même agresseur. D'accord ? Donc, à chaque fois qu'on a une réponse immune adaptative, on va avoir des clones mémoire qui vont nous servir pour les infections ultérieures. Et cette obtention des lymphocytes et des lymphocytes B mémoire est à la base du concept de vaccination. Puisque lorsqu'on vaccine un individu, c'est pour obtenir une mémoire immunologique. D'accord ? Si on n'arrive pas à obtenir une mémoire, le vaccin ne sert absolument à rien. Ok ? Alors, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer maintenant. Alors, je vous rappelle que les effecteurs de l'immunité, que ce soit innés ou adaptatifs, dans la majorité des cas, vont maturer au niveau des organes lymphoïdes primaires, ou centraux, si vous voulez, que sont la moelle osseuse, siège de l'hématopoïèse et de la lymphopoïèse B, et bien sûr le thymus, qui est le siège de la lymphopoïèse T. Et que ce soit pour la moelle osseuse ou le thymus, qu'est-ce qu'on a de particulier qui fait favoriser Madame Sfar dit qu'apporte la moelle osseuse ou le thymus dans la maturation des lymphocytes T ou B? Le terme magique, c'est le micro-environnement cytokinique. C'est-à-dire les cytokines qu'on va avoir là-bas, qui vont permettre de choisir telle ou telle voie et qui vont permettre, bien sûr, la maturation et le développement de ces effecteurs. D'accord ? Mais, alors, une fois que ces lymphocytes et ces lymphocytes B auront maturé, ils vont quitter ces organes lymphoïdes primaires et vont aller vers les organes lymphoïdes secondaires, siège de l'initiation, si vous voulez,
de la réponse immune. Je connais les organes lymphoïdes secondaires, ganglion lymphatique essentiellement, la rate, et enfin le tissu lymphoïde associé aux muqueuses, ou mucosal associated lymphoid tissue, MALT. Alors je vous rappelle très rapidement la structure de ces organes lymphoïdes secondaires. Vous voyez là, ceci est un ganglion. On va avoir la corticale superficielle, qui est une zone B. C'est-à-dire, c'est là où on va activer les lymphocytes B. Puis, la corticale profonde, ici, en bleu, c'est une zone T. C'est là où on va activer les lymphocytes T. D'accord? Et enfin, une médullaire, que vous voyez là, les cordons médullaires, on va y trouver les plasmocytes qui vont produire des anticorps. Donc, suite à l'activation des lymphocytes B ici, les plasmocytes, Chichi ou le Honi, mais ils vont produire des anticorps. On va trouver également des macrophages ici. Alors, les antigènes vont pénétrer au niveau du ganglion, que ce soit à l'état libre, via la lymphe, ou bien par les cellules dendritiques, qui capturent les antigènes au niveau de la périphérie, ils vont les ramener par les lymphatiques afférents. D'accord? Ok? Alors, ceci est la rate. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la structure de la rate. Je suppose que le docteur Sharaf Bannour vous l'a bien expliqué. Alors, vous l'avez oublié, probablement. Alors, ceci est une branche terminale de l'artère splénique. Et voici l'artériole terminale. Autour de cette artériole, on va avoir ce qu'on appelle un manchon, ce que vous voyez ici en bleu foncé, un manchon lymphoïde périartériolaire. Ce qu'on appelle PALS, c'est-à-dire Peri-arterial Lymphoid Sheath ou gaine lymphoïde périartériolaire. C'est une zone T. Et à la périphérie de cette zone bleue T, c'est-à-dire on va activer les lymphocytes au niveau de la rate, on va avoir des follicules lymphoïdes B, ce que vous voyez ici en jaune. D'accord? Donc, cette zone T et cette zone B forment ce qu'on appelle la pulpe blanche de la rate. D'accord? Ce que vous voyez ici, c'est la pulpe rouge. C'est le cimetière des globules rouges. C'est tout qui est à retenir de cette pulpe rouge. Les globules rouges sénescents, les rapports vont aller ici, ils vont être tués et phagocytés par les macrophages et on va récupérer tout ce qu'on peut récupérer de ces globules rouges sénescents. D'accord? Alors, entre cette pulpe blanche et cette pulpe rouge, on va voir, ici vous voyez en marron, une région très stratégique qui s'appelle la zone marginale. Pourquoi elle serait stratégique? Parce que c'est là où va se déverser le sang ramené par l'artériole terminale de la branche de l'artère splénique. Et c'est là où les antigènes vont être capturés par les CPA, macrophages, cellules dendritiques, lymphocytes B. Et ensuite, les CPA vont partir vers la zone T pour activer les lymphocytes T. Alors que les lymphocytes B vont partir au niveau des follicules lymphoïdes périphériques pour réaliser une réponse humorale. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la rate. C'est bon? Pour le MALT, c'est une autre paire de manches. Alors, le MALT est subdivisé, comme a dû vous l'expliquer Dr Bannour, en MALT organisé et en MALT diffus. Alors, le MALT organisé constitue le site inducteur des réponses immunes au niveau des muqueuses. Comme des exemples de MALT organisé inducteur. Hein? Des plaques de Peyer. Plaques de Peyer. What else? Appendice. مش عارفين؟ Appendice. حاجة أخرى. Voilà, les amygdales par exemple. D'accord? Donc là, ce sont des sites inducteurs. Je suis des sites inducteurs. Vous allez y trouver généralement des cellules M. M, c'est pour microfold. Microfold, c'est un grand trou. Donc vous voyez que cette cellule n'a quasiment pas du tout de pôle basal. Et l'avantage de cette cellule, c'est qu'elle laisse passer les antigènes sans les dégrader. D'accord? Et comme ça, les antigènes vont être capturés ici par les CPA. On va activer les lymphocytes T et les lymphocytes B. Donc ceci constitue un site inducteur. Les lymphocytes T ou les lymphocytes B, activés, ils vont quitter, par exemple si on prend les plaques de PR, ils vont quitter les plaques de PR via la lymphe, d'un ganglion vers un autre, dans les
ganglions mésentériques, ils vont rejoindre le canal thoracique, puis la veine subclavière gauche, et ils vont rejoindre la circulation sanguine. Puis, à partir de là, ils vont se localiser, par écotaxie, si vous voulez, au niveau de toute la lumière de la muqueuse. Par exemple, on va imaginer... Déjà, madame, madame, enfin, là, ça va. Alors, on va imaginer, ça est une gastroentérite, une infection intestinale. Le germe a été capturé ici, on a activé les lymphocytes. Alors, on a activé les lymphocytes et les lymphocytes B. Mamba, ils ont quitté cette, si vous voulez, plaque de PR. Mamba, la circulation sanguine. Et puis, ils vont rejoindre toute la longueur de la muqueuse digestive, de la bouche jusqu'à l'anus. Et ils vont nous permettre une protection sur toute la longueur de la muqueuse. Donc, l'avantage de Malt, c'est qu'on active la réponse immune, on s'immunise, si vous voulez, on induit la réponse immune au niveau d'une zone restreinte, mais la réponse va se faire sur toute la longueur. D'accord? Et c'est la même chose pour la muqueuse urogénitale ou la muqueuse bronchique. D'accord? C'est quasiment la même histoire. Ok? Donc on a terminé avec ce rappel, on va passer maintenant à la réponse immune. Et on va commencer, il y aura 3 parties, comme à l'activation des lymphocytes, puis la réponse immune cellulaire vis-à-vis des germes de développement cellulaire, et enfin, on va terminer avec la réponse immune humorale vis-à-vis des germes de développement extracellulaire. Alors, on va commencer par l'activation des lymphocytes, qu'ils soient des lymphocytes CD4 ou CD8, peu importe, c'est la même histoire. Alors, il faut bien sûr un premier signal, c'est-à-dire il faut qu'un lymphocyte, via son TCR, reconnaisse un antigène présenté par une molécule HLA. HLA de classe 2 pour les lymphocytes CD4, HLA de classe 1 pour les lymphocytes CD8. Sauf que ce premier signal est insuffisant. Il faut nécessairement un second signal de costimulation pour que le lymphocyte T puisse s'activer. Voilà. Allez, regardez. Ici, un lymphocyte T reconnaît, via son TCR, un peptide, ici au marron, présenté par une molécule HLA, ici en vert. Cette CPA fournit également les molécules de costimulation. Je nomme les molécules de costimulation, ce sont les molécules B7. B7, il y en a deux. Il y a le B7-1 et le B7-2. Je vous ferai en fait polycopier, voilà, dans certaines questions. Le B7-1 vaut CD80, ou le B7-2 vaut CD86. C'est la même chose. On a fait l'examen, je prends B7-1, B7-2, ou la B7-1, ou la CD80, CD86, ça sera accepté de la même façon. Alors, ces molécules B7 ont leur ligand au niveau du lymphocyte T, qui est le CD28. Donc, le second signal de costimulation est celui-là, assuré par les molécules B7 qui se lient au CD28. Ces deux signaux sont indispensables pour l'activation du lymphocyte T. En revanche, si la CPA présente quoi que ce soit au lymphocyte T, sans lui fournir les molécules B7, eh ben, le lymphocyte T va devenir allergique. Il ne va pas répondre. Il ne va pas réagir. Je veux dire, bon, il n'y a pas de problème. Ok? Donc on ne peut pas activer un lymphocyte T sans ce second signal de costimulation. Alors, je connais le second signal de costimulation, je connais le second signal de costimulation. Des réponses? Des suggestions? Peut-être une CPA qui présente un antigène de... هذه CPA وهذه CPA عطينا APC بالانجلي c'est-à-dire antigène presenting cell. هذه c'est une antigène presenting cell. Le premier antigène est... je n'ai pas c'est le présentatrice de l'antigène. C'est une cellule qui charge des peptides sur des molécules HLA. D'accord. Alors, شكون يعطي le second signal وشكون ما يعطيش parmi les CPA. Les CPA qui présentent un... CPA professionnel. الCPA professionnel تعطي parce que son but donc CPA professionnel تعطي le second signal ou CPA professionnel ما تعطيش باهي شكون professionnel وشكون مش professionnel ها شكون les CPA professionnels cellules dendritiques macrophages et lymphocytes B وشكون les CPA non professionnels
toutes les autres cellules de l'organisme qui expriment des molécules HLA de classe 1 comme ça. D'accord? Donc voici les CPA professionnels, comme je vous l'avais dit. La cellule dendritique, le macrophage et le lymphocyte B. Et la plus professionnelle de ces trois cellules, c'est bien sûr la cellule dendritique, puisqu'elle est la seule qui est capable d'activer les lymphocytes T naïfs. Les macrophages et les lymphocytes B n'activent pas les lymphocytes T naïfs. Ils ne le peuvent pas. Pourquoi? C'est très important à comprendre. Alors, les cellules dendritiques sont les seules cellules qui peuvent capturer les antigènes au niveau de la périphérie, par exemple là, les cellules de l'enguerrance de la peau, c'est elles qui vont capturer l'antigène et vont le ramener vers le ganglion le plus proche pour aller le présenter au lymphocyte. Un macrophage ne peut pas faire ceci. Un macrophage reste sur place, il ne bouge pas. Le double n'importe qui, comme le macrophage, il bouge vers les ganglions, non, ça n'arrive jamais. Il reste là-bas, au niveau du tissu. D'accord? C'est la cellule dendritique qui a cette capacité. Donc déjà, le macrophage, il reste sur place, donc il ne peut pas le faire. D'accord? Et puis, que ce soit un macrophage ou un lymphocyte B, il n'entre jamais en contact avec des lymphocytes T naïfs, sur le plan anatomique. Ça n'arrive jamais. Ils sont toujours séparés. Les macrophages et les lymphocytes B n'entrent en contact qu'avec des lymphocytes T préactivés par la cellule dendritique. Toujours des lymphocytes T préactivés. C'est jamais des lymphocytes T naïfs. D'accord? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que seule la cellule dendritique présente pour activer. D'accord? Les lymphocytes B et les macrophages, si ça présente quoi que ce soit à un lymphocyte T, qui est forcément préactivé, c'est pas pour l'activer, mais c'est pour obtenir de l'aide. Par exemple, un macrophage qui aura phagocyté quoi que ce soit, il n'arrive pas à s'en sortir, il a besoin de l'aide du lymphocyte B. Il va lui présenter, il va lui dire, bon, elle traîne. Ok? Kiff le lymphocyte B, par exemple, vis-à-vis d'un antigène thymo-dépendant, protéine X, il veut produire des anticorps, il n'y arrive pas tout seul. Là, il va aller en contact avec le lymphocyte T pour obtenir de l'aide. Réellement, il ne cherche pas à activer le lymphocyte T, il cherche à obtenir de l'aide. Ce qui n'est pas le cas de la cellule dendritique. La cellule dendritique, il n'a pas d'autre rôle. Elle est là pour activer les lymphocytes T. Elle ne cherche pas à obtenir de l'aide. Elle cherche à activer le lymphocyte T. Même si, comme on va le voir un peu plus tard, elle aura quand même un petit besoin d'aide de la part des CD4 pour activer les CD8. Ça, on va le voir un peu plus tard. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les CPF professionnels sont les trois, ici présentes, que la plus professionnelle des professionnels, c'est la cellule dendritique, c'est la seule qui soit capable d'activer les lymphocytes T naïfs. Ok? Alors, qu'est-ce que les CPA? Comme je viens de l'expliquer, c'est les CPA, c'est une cellule qui peut charger les antigènes endogènes et également les antigènes viraux. Vous vous rappelez que les virus utilisent la machinerie génétique de la cellule, et donc les protéines virales sont considérées comme des protéines endogènes et sont chargées sur des molécules HLA de classe 1. D'accord? En revanche, tout ce qui est endocité ou phagocyté va suivre la voie de l'HLA de classe 2. HLA de classe 1 présenté au CD8, HLA de classe 2 présenté au CD4. Ça, c'est pour le commun des CPA, commun des mortels. Sauf pour la cellule dendritique, qui se détache toujours. Et je tiens à vous rappeler, vendredi dernier, je vous ai dit que la cellule dendritique est la seule CPA qui est capable de présentation croisée. Chemin de présentation croisée, c'est-à-dire que la cellule endocyte un antigène exogène, elle le charge sur des molécules HLA de classe 2 pour le présenter à lymphocyte CD4, mais elle en charge une partie sur des molécules HLA de classe 1 pour activer les CD8. C'est la seule cellule qui peut le faire. Les détails de ce phénomène ne font pas partie de votre programme. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est que la cellule dendritique, en mangeant un antigène, elle le charge sur des molécules HLA de classe 2 et de classe 1 pour activer les CD4 et les CD8. Ok? C'est la seule cellule qui peut le faire. Macrophage, lymphocyte B ne peuvent pas faire ça. Lorsqu'ils phagocytent, voilà, les endocytes, ils présentent sur des molécules HLA de classe 2, macrophage ou lymphocyte B. Seule la cellule dendritique est capable de cette présentation. Ok. Alors, les CPA professionnels, comme vous l'avez deviné, sont des CPA qui expriment des molécules HLA de classe 1,
qui n'expriment pas des molécules HLA de classe 2 et qui n'expriment pas non plus des molécules de costimulation. Donc elles sont inaptes, incapables d'activer un lymphocyte T. D'accord? C'est bien. Alors, on va passer à l'activation des lymphocytes T et on va prendre l'exemple d'un ganglion. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je tiens à vous rappeler que les antigènes des agresseurs peuvent être acheminés au niveau du ganglion de deux façons. Ou bien capturés par les cellules dendritiques, qui vont les ramener, ou bien tout seuls par la lymphe. Ils vont suivre la lymphe, ils vont pénétrer par les lymphatiques afférents ici. Ok? Donc on va maintenant se concentrer sur la première façon d'acheminer les antigènes au niveau d'un ganglion, c'est-à-dire via une cellule dendritique. Donc là, on va imaginer qu'on est au niveau de la peau, il y a eu une petite blessure, quelques germes sont pénétrés et ont été capturés par la cellule de Langerhans. La cellule de Langerhans, au début, elle a de fortes capacités d'endocytose, mais elle a très peu de molécules de costimulation. Elle n'exprime pas encore assez de molécules HLA. Donc là, c'est une cellule dendritique qui est encore immature. C'est-à-dire qu'il y a une cellule dendritique qui n'a pas encore acquis la capacité d'activer les lymphocytes T. Une fois qu'elle aura capturé les antigènes, elle va migrer et au cours de cette pérégrination, si vous voulez, elle va commencer à maturer. Elle va commencer à apprêter les antigènes de cet agresseur, ici, sur des molécules HLA de classe 2 et de classe 1. D'accord? Puis, oui, puis c'est la cellule dendritique. Oui, je t'entends. Eh non, eh oui, puis quelle région? Pulpe blanche. Quelle corticale? Superficielle ou la profonde? Est-ce qu'elle va aller présenter au lymphocyte B ou au lymphocyte T? T. Oui, T, oui, je dis. Voilà, donc elle va aller au niveau de la corticale profonde pour aller présenter tout ce qu'elle a chargé sur ces molécules HLA de classe 2 ou de classe 1 aux lymphocytes TCD4 et TCD8. D'accord, nous? Alors, au début, il y a, si vous voulez, un attachement ou un lien entre les lymphocytes T et les cellules dendritiques qui n'est pas spécifique, qui est assuré par ces molécules d'adhésion cellulaire. C'est un contact non spécifique. C'est juste pour permettre aux lymphocytes T de scanner ce que cette cellule dendritique présente comme antigène. Donc, vous allez trouver ce schéma dans le poly avec ces molécules d'adhésion cellulaire. Vous n'êtes pas censé les apprendre. Non, ne prenez pas ça. C'est inutile, ça sert absolument à rien. Vous pouvez le zapper. Tout ce qui est à retenir, c'est que c'est un contact non spécifique au début qui permet juste de se coller. Donc au début de ça, il faut tu peux faire ce que tu veux. Alors, après ce contact non spécifique qui permet le lien entre les deux cellules, la cellule dendritique et le lymphocyte T, je vais ici. Le lymphocyte T va scanner via son TCR, bien sûr. Le TCR, est-ce que cette cellule dendritique présente un antigène qu'il peut reconnaître avec son TCR ou pas? Alors, si c'est le cas, s'il reconnaît quoi que ce soit, je fais chien. Et il va présenter le CD40 ligand, ici, vous voyez ici, au CD40 de la cellule dendritique. Et là, la cellule dendritique va augmenter d'une manière substantielle l'expression des molécules de costimulation, les B7, CD80, CD86, B7-1, B7-2, qui se lie au CD28. Et là, le lymphocyte T, il aura obtenu le premier signal, TCR, CMH peptide, et le second signal de costimulation, et il peut s'activer. Alors, le lymphocyte T, au niveau de la corticale profonde, la zone T, va scanner ce que présente cette cellule dendritique. S'il reconnaît un épitope, il va présenter le CD40 ligand pour aider la cellule dendritique. Il va l'aider à exprimer davantage des molécules de costimulation cellulaire pour que cette cellule dendritique puisse lui donner le second signal de costimulation. Une fois que c'est réalisé, le lymphocyte T aura obtenu les deux signaux, TCR, CMH peptide, le second signal de costimulation, et va pouvoir s'activer. C'est émis. En revanche, si le lymphocyte T ne reconnaît aucun antigène présenté par les cellules dendritiques, les GLCOL,
il n'est pas spécifique des antigènes présentés. Chien. Il ne va pas rester indéfiniment au niveau de ce ganglion. Au bout de 12 à 18 heures, il va quitter par les lymphatiques efférents, le ganglion, et ainsi de suite, d'un ganglion à l'autre. Pourquoi? Pour augmenter les chances de ce lymphocyte T naïf d'être en contact ou de retrouver l'antigène contre lequel il est spécifique. Donc il ne va pas rester indéfiniment au niveau de ce ganglion. Non. Il reste quelques heures. S'il reconnaît quoi que ce soit, c'est parfait. S'il ne reconnaît pas, il fait le ganglion libado. Et comme ça, il fait toujours sa circulation. Pour augmenter les chances de trouver l'agresseur contre lequel il est spécifique. B. Donc on va prendre, si vous voulez, le cas de figure où on a reconnu, si vous voulez, un antigène présenté par la cellule dendritique via le TCR. Et que cette CPA est professionnelle, donc elle a pu fournir le second signal de costimulation. Donc là, que ce soit un lymphocyte CD4 ou un lymphocyte CD8, ce qu'il faut savoir, c'est que le CD4 et le CD8, qui permettent de reconnaître les molécules HLA de classe 2 et de classe 1, ont également au niveau de leur partie intracytoplasmique des kinases qui permettent d'amplifier le signal du TCR, c'est-à-dire d'augmenter la transduction du signal du TCR et d'activer davantage le lymphocyte T, CD4 ou CD8. D'accord? Que ce soit le CD4 ou le CD8. Ok? Alors qu'est-ce qui se passe après? Une fois qu'un lymphocyte T ou même un lymphocyte B aura été activé, puisque chaque membre, chaque représentant est très peu représenté, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est une photocopieuse. Il va falloir en faire des copies, et donc il va falloir passer par une phase de prolifération. Prolifération, c'est-à-dire multiplication, mitose, c'est la même chose. Ok? Sous l'effet de quoi? Alors regardez très bien. Un lymphocyte à l'état inactif, exprime un récepteur qu'on appelle d'affinité intermédiaire, même s'il fait le polycopiopta comme affinité faible. C'est un récepteur d'affinité intermédiaire à l'interleukine 2 qui est formé de deux chaînes, la chaîne bêta et la chaîne gamma commune ou gamma C. Il a deux chaînes ce récepteur. Alors en s'activant, le lymphocyte il va faire deux choses au début. Il va libérer de l'interleukine 2 et va exprimer la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine 2. Donc deux choses. Ça, il l'interleukine 2 et il va exprimer la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine 2 qui s'appelle également CD25. Je vais faire polycopier CD25. CD25, c'est la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine 2. Et là, l'interleukine 2 va agir d'une manière autocrine, c'est-à-dire sur la même cellule qu'il a synthétisée. Et grâce à cette interleukine 2, le lymphocyte T va pouvoir entrer dans une phase de mitose pour faire cette prolifération et faire ses copies. Now, à l'état inactif, un lymphocyte T exprime un récepteur de l'interleukine 2 d'affinité intermédiaire. Lorsqu'un lymphocyte T reçoit les deux signaux, TCR, CMH plus petite, et le second signal de costimulation, il va faire deux choses. D'une part, il va exprimer, il va produire de l'interleukine 2 qu'il va sécréter, et il va exprimer la chaîne alpha du récepteur d'interleukine 2, comme ça on va obtenir un récepteur de forte affinité de l'interleukine 2. C'est ça l'avantage. Et puis l'interleukine 2 va agir d'une manière autocrine sur cette même cellule qu'il aura fabriquée, qu'il aura synthétisée, ça va entraîner une prolifération. Mais, maintenant, les copies. Maintenant, plusieurs copies. Je vais vous Activation. On a choisi. On a des photocopies. On va devoir se spécialiser, se différencier, choisir une voie de réponse particulière. D'accord? Alors, on va recevoir un troisième signal de différenciation ou de polarisation. Je m'arrête à ce troisième signal. C'est un signal purement cytokinique que la CPA va fournir. Et ce troisième signal de polarisation, de différenciation, dépend de la nature du gène. Je m'explique. Donc, si la cellule dendritique présente un antigène issu d'un germe à développement intracellulaire, par exemple des virus, des bactéries à développement intracellulaire. Là, qu'est-ce qui va se passer?
Bien sûr, la cellule dendritique, je t'ai le premier signal, TCR-CMH petit, le second signal de costimulation, d'accord. Puis, après cette intense vague de prolifération, elle va fournir l'interleukine 12. Donc, lorsque c'est un germe à développement intracellulaire, cellule dendritique, je t'ai l'interleukine 12. Et là, le lymphocyte TH0, TL-peur, qui n'a pas encore choisi, va devenir un TH1 producteur d'interféron gamma. Alors, il faut le polycopier, il se peut que tu aies l'interleukine 2 comme faisant partie du profil TH1. C'est pas vrai. L'interleukine 2, si vous voulez, c'est la photocopieuse de tous les lymphocytes, de la majorité des sous-populations des lymphocytes. Ce qu'il faut retenir de l'interleukine 2, c'est une simple photocopieuse. C'est pas réellement le profil TH1. Le profil TH1, c'est l'interféron gamma. D'accord? Alors, en revanche, si la cellule dendritique présente un antigène issu d'un germe à développement extracellulaire, par exemple un antigène d'un parasite de type Helminth, alors qu'est-ce qui va se passer? Cette cellule dendritique, cette fois-ci, ne va pas fournir l'interleukine 12. Et lorsque ça ne fournit pas l'interleukine 12, la voie par défaut, c'est la voie TH2. C'est comme pour le déterminisme du sexe. S'il y a le Y, c'est un mâle. S'il n'y a pas le Y, c'est une femelle. C'est ça le truc. Alors, vous voyez là, et ici c'est un schéma issu d'un livre avec lequel on prépare le concours d'agrégation. Alors, qu'est-ce que vous remarquez là? Cellular Sources of IL4. Alors, quand un livre de référence mondial, international, il y a tous les scientifiques, ils mettent Cellular Sources of IL4. Qui va produire cette IL4? En tout cas, ce n'est pas la cellule dendritique. Je crois qu'il y a de l'interleukine 4 au niveau du ganglion. Qui l'a produit? Allah, mais elle est là. Donc, en absence d'interleukine 12 et en présence d'interleukine 4, au niveau du ganglion, on va dire qu'on va choisir la voie TH2. Et la voie TH2 va permettre de produire les cytokines que vous voyez là, IL4, IL5, IL13. Mais c'est bien beau tout ça. TH1, interféron gamma, TH2, IL4, IL5, IL13, et on va faire le mieux. Hein? On s'est spécialisé après. Donc il va falloir répondre à l'infection. Et voici deux cas de figure. Alors, d'abord, je vais raconter un peu l'histoire d'une réponse contre un germe à développement intracellulaire et un germe à développement extracellulaire. Je vais prendre l'exemple d'un petit externe qui faut que Thomas l'a engagé, vous allez commencer peut-être à se mettre au stage d'immersion. On doit amener déjà des stages d'immersion ou des stages de. Je sais pas. Hein? Des stages de quoi? Voilà. Voilà, j'ai d'autres lots le stage. Non, je sais pas le mot là, j'ai mais en tout cas, qui dans le stage de pneumo, dans tout service de pneumo, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des malades qui ont la tuberculose, puisque la tuberculose sévit à l'état endémique dans notre cher pays depuis le BCG. À la naissance, à 6 ans, à 12 ans et à 17 ans. Et je me rappelle de la dernière, quand on a fait le lycée, on a rappelle déjà un donc notre et donc nous نسيحوا بالعاني باش يخافوا البلاد نخرجوا نلقاو وجوههم صفر كاينه في الجوين شراهم هربوا من الليسي pour ne pas faire le vaccin. Donc on a 4 cicatrices. انتم هذول عندكم واحده كهاو peut-être à 6 ans je sais pas انتم est-ce que خلطوا على celle de 6 ans je ne sais pas. حاسيلو خاطر ما يصلح لحد شيء. لا مش ما يصلح لحد شيء. Alors le BCG qu'on injecte encore à la naissance, mais on ne le fait qu'à la naissance, ne permet pas en tout cas de lutter ou de protéger contre la tuberculose pulmonaire, mais ça permet d'éviter les formes graves. Les formes graves, la méningite tuberculeuse et la miliaire tuberculeuse. La miliaire tuberculeuse, c'est-à-dire où il n'y a pas un point au niveau des deux poumons qui ne soit pas infecté par le BK. Donc ça permet de protéger contre les formes graves. Mais pour éradiquer la tuberculose, eh bien, ça, on n'y arrivera pas avec le BCG, c'est pas possible. Ça fait 40 ans qu'on échoue et on rééchoue. Ok? Mais, alors, notre cher externe, le service, le mot ou le mara, c'est son médecin, enfin, ارتاح بك العميل نتاع الفوندامنتال نتاع وذني ها وكلمه نديرها محد هكا شيخ وهو كيكا
واحنا ما تبارك الله علينا التوانسه متروبين برشا كيكحوا قدام فريمون تلقى البيت والكولوار كلهم مبنيين avec des aérosols, des gouttelettes qui renferment le PK. Et notre cher externe va choper, bien sûr, ces gouttelettes, il va les aspirer sans qu'ils se rendent compte. Et donc vous devez avoir déjà chopé votre tuberculose. C'est une infection tuberculeuse latente. Tant que vous mangez bien, tant que vous êtes en bonne forme, tant que votre système immunitaire fonctionne parfaitement, vous allez rester comme ça. Mais le jour où il passe par des périodes difficiles, un stress, voilà, il reçoit un traitement immunosuppresseur pour une raison ou une autre, eh bien là, c'est une réactivation. Alors notre cher externe qui a chopé le BK, qui est une bactérie à développement intracellulaire, l'aérosol au niveau des branches. Le BK, il va être capturé par le macrophage. Et voilà, le macrophage, on le sait, il phagocyte tout. Dès qu'il trouve quoi que ce soit, bactéries, il y a le macrophage, il se croit Superman. Donc il phagocyte, il essaye d'acidifier son phagosome, il n'y arrive pas tellement. Le BK, il est relativement assez intelligent, assez méchant pour bloquer cette acidification, et en plus il empêche la fusion du phagosome avec le lysosome. Et là le macrophage il serait alors Superman, يعطيني شنو؟ مش هذه الحاجه اللي خممتوا فيها. Il a besoin de quelque chose. Hein? عرفتوا ايش؟ attends لكم عليه. Alors, en même temps, cette bactérie à développement intracellulaire va être capturée par la cellule dendritique. Notre chère cellule dendritique, elle capture les agresseurs au niveau de la périphérie, les ganglions lymphatiques. Donc ça va aller vers le ganglion lymphatique le plus proche de cette branche. Et elle va présenter ce qu'elle a reconnu comme antigène aux lymphocytes T. Et là, elle va fournir le premier signal, TCR-CMH petit, le second signal de costimulation, intense vague de prolifération, mais comme c'est un germe à développement intracellulaire, cette bactérie à développement intracellulaire, va lui fournir l'interleukine 12. Hey, maman, tu veux ici. Alors le lymphocyte TH0 va devenir un TH1. TH1 sur des ganglions, non, il va revenir vers le site infectieux pour fournir l'interféron gamma. Je tiens à vous rappeler que le profil TH1, c'est l'interféron gamma. Et c'est grâce à l'interféron gamma qu'on va pouvoir sauver ce macrophage, qu'on va pouvoir augmenter son pouvoir microbicide et réussir à circonscrire l'infection. On ne va pas réellement l'éliminer complètement, mais on va circonscrire l'infection dans des microgranulomes microscopiques infraradiologiques. Radiographie du thorax, ce sont vraiment des microgranulomes infraradiologiques. D'accord? Le jour où il y a un problème, c'est une réactivation, c'est une maladie, d'accord? Donc c'est ce qui se passe un peu lorsqu'on chope un germe à développement intracellulaire du type bactérie à développement intracellulaire. Mais en revanche, si un individu chope un parasite, par exemple, de type Eliante, doud, spécificité. Doud, on ne peut pas la phagocyter, hein? C'est pas possible. Hein? Et les réponses cellulaires ne vont pas être efficaces. Donc les quelques antigènes qui vont être libérés par ce parasite vont être capturés par la cellule dendritique. C'est la cellule qui capture les antigènes au niveau de la périphérie. La cellule dendritique, c'est le ganglion lymphatique le plus proche pour aller activer les lymphocytes. Et là, elle ne va pas fournir l'interleukine 12 et le lymphocyte T va devenir un TH2. Et le TH2, c'est un profil IL4, IL5, IL13 qui va promouvoir des réponses humorales. Et ce TH2 va collaborer avec les lymphocytes B qui vont produire des anticorps qui vont nous permettre d'éliminer ce parasite. Puisque c'est un germe à développement extracellulaire, on a besoin d'une réponse humorale. Et là, en l'occurrence, on a besoin des anticorps qui vont nous permettre d'éliminer le parasite. Vous avez compris pourquoi on choisit? D'accord? Ok, donc voici ce qu'on peut faire avec l'interféron gamma. Donc on peut augmenter l'expression des molécules HLA de classe 1 et de classe 2, les molécules de costimulation. Avec l'interféron gamma, on peut rendre une CPR non professionnelle une CPR professionnelle. En la bombardant avec l'interféron gamma. On peut lui faire exprimer les molécules HLA de classe 2 et les molécules de costimulation.
Et ce qu'il y a à retenir également, c'est que ça augmente le pouvoir microbicide des macrophages. C'est la cytokine qui sauve le macrophage. D'accord? Alors, في البوليكوبيوم تاعك comme je parle comme les interférons gamma, c'est-à-dire les interférons de type 1, ont une très faible activité antivirale. Bien sûr, c'est un très très grand mensonge. Why? Pour la simple et unique raison, c'est que pour les infections virales standards, communes, classiques, qui font le rhume, le grippe, le tabac, généralement les interférons de type 1 nous permettent d'éliminer ces infections virales. Et comme l'interféron gamma a une cinétique très lente, c'est-à-dire pour obtenir de l'interféron gamma, il faut attendre du temps. Libéré par les lymphocytes TH1, entre 6 et 10 jours. Donc c'est pour cela qu'on ne l'utilise pas. En revanche, s'il y a une infection virale chronique, l'interféron gamma va pouvoir agir et va avoir un effet antiprolifératif supérieur aux interférons de type 1 jusqu'à 60 fois. D'accord? Donc il est très efficace contre les virus, sauf que pour les infections banales, on ne l'utilise pas. Pour les infections qui vont se résoudre très très rapidement, en quelques jours, on n'aura pas besoin. D'accord? Donc allez, je fais le polycopier, il n'a pas de... Donc c'est un grand mensonge. Alors, il n'a pas de rôle antiviral, c'est pas vrai. C'est complètement erroné. Alors, le profil TH2, je file l'IL4, l'IL5 et l'IL13. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IL4? On peut aider les lymphocytes B à produire des anticorps, à s'activer, à se différencier, à faire des commutations de classe, à passer des IgM vers les IgE, les IgG1, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'IL4, c'est une cytokine qui inhibe le profil TH1. Comme l'interféron gamma, il inhibe le profil TH2. Donc il y a une cross-regulation, c'est une régulation croisée. L'interféron gamma bloque les TH2 et l'IL4 bloque les TH1. Alors pour l'IL5, ça aide à la commutation de classe vers les IgA et ça permet la maturation et l'activation des eosinophiles. Alors quand je vous dis switch IgA, maturation et activation des eosinophiles, comme l'IL5, elle serait importante au niveau de quel type d'organe lymphoïde secondaire? Au niveau de quelle région? Comme déjà un petit indice. IgA. Au niveau des muqueuses. Donc ça permet de lutter contre les infections au niveau des muqueuses. Et là, en l'occurrence, les éosinophiles, c'est la principale cellule qui va permettre de tuer tout ce qui est parasite helminth. Donc toutes les helminths, on va pouvoir les tuer uniquement grâce à ces éosinophiles. Donc l'IL5, elle est très importante pour les muqueuses. Enfin, l'IL13, elle partage plusieurs, si vous voulez, effets avec l'IL4, dont le switch vers les IgE. Mais ceci est dû bien sûr à une homologie structurale de 30% et le partage de la même chaîne alpha du récepteur d'interleukin 13. C'est un détail. Il se peut que Madame Osfar dise comme pourquoi l'IL4 et l'IL13 sont redondantes. Je m'entends redondantes. Elles partagent certains effets. En toutefois que les caractéristiques des cytokines, double ubiquité, pléiotropie, c'est-à-dire avoir plusieurs fonctions, et redondance, c'est-à-dire que deux cytokines différentes partagent certains effets. Et il se pourrait, comme pourquoi, pourquoi l'IL4 et l'IL13 sont redondantes. Alors que je montre tantôt, l'IL4 et l'IL13 possèdent 30% d'homologie structurale, et leurs récepteurs respectifs, l'IL4R et l'IL13R, que je partage la même chaîne alpha. D'accord? Bien, alors, une fois qu'on aura éliminé le germe, qu'il soit développement intracellulaire ou extracellulaire, je crois là, une fois que l'infection aura été résolue, je vais ici. Il va devoir y avoir une régulation de la réponse immune. Je dis une régulation, c'est une contraction clonale. C'est-à-dire, la majorité des effecteurs qu'on a fabriqués, qu'on a obtenus par multiplication, on va devoir les éliminer. Alors, quels sont les moyens d'arrêter cette activation ou cette prolifération? Alors, d'une part, à cause, si vous voulez, d'un déficit en facteur de survie, c'est-à-dire, on va dire que l'antigène de l'agresseur a disparu, donc il a complètement, si vous voulez, été éliminé, cet agresseur. Il va y avoir l'expression par les lymphocytes T d'un récepteur inhibiteur qui s'appelle cytotoxic T lymphocyte associated antigène 4. C'était la 4. Ok?
La deuxième façon pour arrêter la prolifération et l'activation des lymphocytes, c'est la mort par activation, Activation Induced Cell Death. Et je vais vous expliquer ces deux moyens de régulation de la réponse immune une fois que le danger aura été jugulé, une fois que l'infection aura été guérie. Et que les clones zéidines, ils ont notre son maintenant. Qui fait? Alors la première façon, c'est le CTLA4. Alors surtout, ça c'est pendant l'activation, lorsque la CPA présente les molécules de costimulation pour que le lymphocyte s'active. C'est le second signal de costimulation. Donc après quelques jours et après la résolution de l'infection et après la disparition de l'antigène de l'agresseur et la carence de survie, en élément de survie, le lymphocyte va exprimer ce CTLA4 qui possède une plus grande avidité, je dis bien avidité, mouche affinité, avidité vis-à-vis de ces molécules de costimulation. Puis il faut que, tout simplement, CTLA4 lorsqu'il s'exprime, puis dernier CD28, ou puis il faut que les molécules de costimulation. Et là, le CTLA4 a au niveau de ses parties intracytoplasmiques des motifs ITIM. Quel est le CD28 forme des motifs ITA, activateurs, immunorécepteurs, tyrosine based activation motifs. Les motifs ITIM, immunorécepteurs, tyrosine based inhibitory motifs, ce sont des motifs qui ont le je peux le CPA arrête de me présenter, l'infection aura été résolue, easy, et va fournir un signal inhibiteur à lymphocyte. Je sais pas là, arrête d'activer, de proliférer, il n'y a plus de danger, l'agresseur a disparu. D'accord? Donc la première façon d'arrêter l'activation du lymphocyte, c'est l'expression de ce CTLA4, qui fournit un signal inhibiteur grâce à des motifs ITIM. D'accord? Alors la seconde façon, c'est la mort par activation. Alors t'as pas l'objectif, je te fais mort. Rattrapez assez fréquemment, Madame Swart. Alors, au début de l'infection, la CPA professionnelle, qui a les deux signaux, TCR, CMH peptide, molécule de costimulation, sous l'effet de l'interleukine 2, il va y avoir une prolifération. Mais cette prolifération se fait en présence de protéines anti-apoptotiques. Donc l'interleukine 2 associée à des protéines anti-apoptotiques, c'est-à-dire contre l'apoptose, va faire en sorte que les lymphocytes vont proliférer, on va en faire des copies. En revanche, après une activation prolongée, après quelques jours d'activation soutenue de ce lymphocyte T, alors toujours sous l'effet de l'interleukine 2. C'est toujours sous l'effet de l'interleukine 2, mais là, à cause de la disparition de ces protéines apoptotiques qui ont été consommées. C'est un malin. Par exemple, c'est la même chose. On a consommé toutes les protéines anti-apoptotiques pendant cette activation. Et là, toujours sous l'effet de l'interleukine 2, chaque lymphocyte T va exprimer le face ligand et va le présenter aux faces du lymphocyte T qui est à côté de lui. Et je tiens à vous rappeler que le face, qui s'appelle également CD95, c'est un récepteur de mort, c'est un récepteur d'apoptose, qui possède un death domain, un death effector domain, qui va activer les caspases et va induire l'apoptose des lymphocytes T. Donc, ce qu'il y a à retenir de cette mort par activation ou activation induced cell death, c'est qu'après quelques jours d'activation, toujours sous l'effet de l'interleukine 2, avec la disparition et la consommation de toutes les protéines apoptotiques, au lieu d'avoir une prolifération, on va voir une apoptose qui est due à l'expression du face ligand que présente le lymphocyte aux faces de l'autre lymphocyte. Ils vont s'auto-tuer mutuellement. D'accord? C'est ça la mort par activation qui permet d'arrêter l'activation et la prolifération des lymphocytes une fois que le danger aura disparu. D'accord? Alors maintenant on va répondre à quelques questions avant la pause. Kourdou. Ah, le lymphocyte T reconnaît l'antigène sous sa forme native. Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? Nécessite une CPA pour être activée par l'antigène. Reconnaît l'antigène présenté par des molécules H de classe 1 quand il est cytotoxique. Oui, forcément. Porte la molécule coréceptrice CD8 quand il a une fonction helper. C'est faux. Éduqué dans la moelle osseuse. C'est faux. Donc BC. Alors, parmi les cytokines énumérées, donc là c'est une
question relativement ancienne, je le profil TH1, je trouve. Alors, c'est l'interféron gamma essentiellement, mais l'interleukine 2 également est accepté. D'accord. Alors, quels sont les cytokines qui sont synthétisées par le CD4 TH2 T helper 2. Donc 4, 5 ou 13. Donc ACE. Parfait. Alors l'interleukine 12 est synthétisée par les TH1. Par qui, Ibn? Par hein? Par la cellule dendritique. Voilà la CPA. Les macrophages peuvent la synthétiser. Induit la différenciation des lymphocytes TH0 en TH1. Est-ce que c'est juste? Oui. Oui. Inhibe la différenciation des TH2. Oui. Oui, indirectement, bien sûr, et directement. Directement en favorisant les TH1 et indirectement via l'interféron gamma. Augmente la cytotoxicité des CD8 et des NK. Oui, l'interféron gamma, c'est une cytokine de réponse cellulaire, donc forcément ça augmente, si vous voulez, l'efficacité des CD8 et des NK. Est un médiateur majeur de la réponse immune contre les micro-organismes de développement intracellulaire. Oui. D'accord. Donc les bonnes réponses sont des cellules. Alors, concernant l'activation lymphocyte RT, la présentation aux antigènes, des antigènes aux lymphocytes T se passe au niveau de la corticale profonde des ganglions. Est-ce que c'est juste? Oui ou non? Le second signal de costimulation est assuré par la liaison des molécules P7 au CTLA4. C'est faux. Passe par la synthèse de l'interleukine 2 et de la chaîne alpha, CD25 du récepteur d'interleukine 2. Oui ou non? Oui ou non? Tu fais l'activation par les lymphocytes T. Une fois que tu auras reçu les signaux, est-ce que vous allez exprimer la chaîne alpha et le récepteur d'interleukine 2 pour avoir cet effet autocrine pour la prolifération? Comme je te l'ai bébé, hein? Lorsqu'on active un lymphocyte T, lorsqu'il reçoit ces deux signaux, photocopie qui fait interleukine 2. Et en même temps, on exprime la chaîne alpha du récepteur d'interleukine 2 pour obtenir un récepteur de forte affinité. Et l'interleukine 2 va agir d'une manière autocrine pour entraîner la prolifération. Alors, la polarisation TH1 se produit en cas de germe à développement extracellulaire. Est-ce que c'est juste? Faux. La polarisation TH2 est caractérisée par la synthèse d'interféron gamma. C'est faux. Donc les bonnes réponses sont A et C. Alors, parmi les molécules suivantes, quelles sont celles dont l'expression est induite par l'activation des lymphocytes T? Des molécules HLA de classe 2. Oui, oui, oui. Oui, non. Oui. L'HLA de classe 2. La deuxième partie, oui, il est exprimé. Tu vois que l'HLA de classe 1, ubiquitaire. Sauf les hématies et certains tissus. L'HLA de classe 2, il est restreint au CPA professionnel. Je crois que et lymphocyte T activé exprime les molécules HLA de classe 2, même si mais c'est le cas. Donc celle, je suis sûr que c'est une femme, celle qui a posé cette question, sur un détail qui ne sert absolument à rien, c'est juste pour piéger. D'accord? Alors, le CD2. La chaîne alpha du récepteur. De toute façon, il ne faut pas en plongeant, on fait l'examen. Hein. La chaîne alpha du récepteur d'interleukine 2, est-ce que c'est vrai? Lorsqu'on s'active, on exprime la chaîne alpha du récepteur d'interleukine 2, oui ou non? Oui. La molécule CD3. Aïe, les. Madame Bassi. Aïe, CD3, est-ce qu'on l'exprime d'une manière constitutive ou inductive? Constitutive. Et puis ça, c'est la lymphocyte, automatiquement TCR, CD3. C'est un marqueur ponté. Tu colles lymphocyte. Donc, short activation. La molécule CD40 ligand. Alors au début, comme oui, la molécule CD40 ligand. Donc ACE. Alors, précisez la conséquence de l'interaction des deux molécules B7 et CTLA4 sur le lymphocyte. Allez, je dis où? Vous allez devoir répondre arrêt de la prolifération des lymphocytes. Voilà, arrêt de l'activation. Qui va te répondre? Ok? C'est bon?
Alors, décrire brièvement les deux signaux indispensables pour l'activation du de lymphocyte et CD4. Alors, on a ce que j'appelle qu'il s'en انا en tout cas personnellement حتى عرفت ما بحبش برشا الكلام. انا كان عطاتك 3 اسر نجم حتى تعبي يسترك هاو. مش لازم تدخل في باج لي بعض وتعمل فلاش هكايا واحد يدور. ذيك بعضها حسين. قدر شنو اللي فما؟ حط بو على اخوه ومن بعد طول بروف يفرس كي يصلح. دونك ننصحكم ما تكتبوش برشا مادام صفر ما تحبش ياسر هكا. الكتيبه المذهبيه تبدا ما ثاني يبداو لي كوبين تاع البنات يبداو هكايا بالاولين. ولي كوبين تاع الولاد ما نحكيلكمش. حسير. Alors, donc vous allez répondre de la sorte. Non, je me trompe là. TCR, CMH peptide et signal de co-stimulation. Fémil, les deux signaux indispensables à l'activation. Ok? Alors, expliquez brièvement le phénomène d'AICD. Question d'examen. Je dis, alors, l'activation chez les diocèses est un mécanisme de régulation de la réponse immune. Après l'activation prolongée et sous la dépendance de l'interleukine 2, deux lymphocytes peuvent se tuer mutuellement grâce au couple de ligands face-face-ligand. Bon, allez, on enchaîne. Concentration maximale. Madame Asfa, il se peut qu'elle pose des questions de type croc sur ces deux parties. Alors, maintenant, on va s'attaquer à la réponse immune cellulaire dirigée contre les germes en développement intracellulaire. Il y a des bactéries, c'est-à-dire, si vous voulez, des mycoses qui ont un développement, si vous voulez, des parasites qui ont un développement intracellulaire, donc certains parasites qui sont les protozoaires, Ax, les helminths, ils prolifèrent à l'intérieur du macrophage. Donc ça peut être des bactéries à développement intracellulaire ou des protozoaires qui se développent à l'intérieur des macrophages, et les virus. Donc ça dépend du type du germe, ça dépend du type de la cellule qui est infectée. Est-ce que c'est une cellule du système immunitaire, en l'occurrence un macrophage, ou bien est-ce que c'est une cellule épithéliale qui ne fait pas partie du système immunitaire? Et ça dépend de la localisation du germe. Est-ce qu'il se trouve dans une vacuole d'endocytose, de phagocytose? Voilà, il house dans le cytoplasme. Donc le type de réponse va dépendre de ces paramètres. Alors, on va commencer par, si vous voulez, ce macrophage, infecté par un protozoaire ou une bactérie à développement intracellulaire. Le macrophage fait partie du système immunitaire. C'est une cellule qui a des capacités microbicides, qui peut acidifier son phagosome, qui peut produire des radicaux oxygénés, des radicaux nitriques, qui peut exprimer des enzymes au niveau de son lysosome. Et donc, élastase, PPI, catepsin G, etc. Il peut tuer. D'accord? Donc on va l'aider à tuer. Donc on va augmenter son pouvoir microbicide. Donc le macrophage, on ne va pas le tuer, on va augmenter son pouvoir microbicide. En revanche, si une cellule épithéliale s'infecte par un virus, par exemple, quand on a une cellule épithéliale nasale qui s'infecte par le virus du rhume, est-ce que cette cellule a des capacités de défense? Est-ce qu'elle peut tuer? Non. Est-ce qu'elle peut produire des radicaux oxygénés? Non. Est-ce qu'elle peut produire des enzymes? Non. Des enzymes qui tuent, bien sûr. Non, elle ne peut rien faire. Donc le virus qui l'aura infecté, puisqu'il n'a pas de capacité d'endocytose, c'est le virus qui l'a violé, qui a pénétré dedans et qui a utilisé sa machinerie génétique pour se multiplier. Et elle n'arrive pas à se défendre. Donc Hasbara, comme la seule façon pour se débarrasser du virus, est laquelle? C'est de tuer cette cellule, d'induire l'apoptose de cette cellule, et grâce à cette apoptose, on va tuer le virus qui se trouve dedans. Donc deux cas de figure. Ou bien c'est un macrophage infecté, on va l'aider. Ou bien c'est une cellule infectée par un virus, une cellule épithéliale infectée par là, on va devoir la tuer. Mais, alors on va commencer avec le macrophage, déjà là qui est. Donc un macrophage infecté par une bactérie à développement intracellulaire ou un protozoaire qui n'arrive pas à s'en sortir. La cellule dendritique capture ce même pathogène à développement intracellulaire, va fournir le premier signal, TCR, CMH peptide, le second signal de co-stimulation, et puis l'interleukine 12. Le lymphocyte T, CD4, va devenir un TH1. Ça, c'est au niveau du ganglion. Le TH1 va migrer vers le site de l'infection pour aller en contact avec ce macrophage infecté qui va lui dire « je suis infecté ».
Et là, le lymphocyte TH1 va lui donner une double aide, une aide membranaire par le CD40 ligand, qui se lie au CD40, mais surtout grâce à l'interféron gamma, que ce macrophage va augmenter son pouvoir microbicide et qui va bien sûr lui permettre de tuer la majorité, je ne dis pas toutes, la majorité des agresseurs à développement intracellulaire. D'accord? Fahmi? C'est comme ça que ça se passe. Pour les bactéries à développement intracellulaire et pour les protozoaires qui arrivent à résister et qui se multiplient à l'intérieur du phagosome d'un macrophage. Donc on active un lymphocyte T grâce aux cellules dendritiques, puis ce lymphocyte T va devenir un TH1, producteur d'interféron gamma, va migrer au niveau du site infectieux pour aider le macrophage, une aide membranaire CD40 ligand CD40, une aide cytokinique interféron gamma, et ceci permettra au macrophage de devenir plus costaud. D'accord? Alors, mais bien sûr, certains germes à développement intracellulaire, comme on va le voir la semaine prochaine, vont développer des mécanismes de résistance. Par exemple, si on prend le BK, le Mycobacterium tuberculosis, agent de la tuberculose, il peut empêcher l'acidification du phagosome, il peut empêcher la fusion du phagosome avec le lysosome, il peut casser et détruire les enzymes lysosomiales, il peut même casser le phagosome, alors là, c'est la catastrophe. Une bactérie à développement intracellulaire qui a cassé le phagosome, le cytoplasme. Donc là, les mécanismes de microbicidie et macrophages ne vont plus pouvoir l'atteindre. Tu le bombardes ce macrophage avec de l'interféron gamma, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Ok? Alors, comme vous avez dû le voir faire les pattes, un macrophage bombardé d'une manière chronique avec de l'interféron gamma va devenir une cellule épithélioïde, c'est-à-dire qui ressemble aux cellules épithéliales. Et les cellules épithélioïdes vont fusionner en cellules géantes multinucléées, et on va avoir ce qu'on appelle le granulome épithélioïde et gigantocellulaire, qui, dans le cas de la tuberculose, va renfermer ce qu'on appelle une nécrose caséeuse centrale. Alors, nécrose caséeuse, le caséum, ça veut dire que ça ressemble un peu au fromage. Cette nécrose qu'on voit chez les malades atteints de tuberculose. D'accord? Ce qu'il faut garder en tête, tant que notre système immunitaire fonctionne parfaitement, on va avoir, lorsqu'on est en contact avec le BK, ce qui sera votre cas, on va avoir des microgranulomes qu'on appelle infection tuberculeuse latente. C'est une baisse de vos gardes et de la garde du système immunitaire. D'accord? Pour certaines bactéries, bien sûr. Mais on va dire que pour la majorité des bactéries à développement intracellulaire, qui sont par exemple les brucelles, et pour la majorité des parasites de type protozoaire, on arrive, grâce à l'augmentation du pouvoir microbicide du macrophage, grâce à l'interféron gamma fourni par le TH1, on peut se débarrasser de ces parasites à développement et de ces bactéries à développement intracellulaire. On va passer au second cas de figure. Une cellule épithéliale a été infectée par un virus et elle n'arrive pas à s'en sortir. Alors, il y a toujours notre chère cellule dendritique qui capture les antigènes au niveau de la périphérie. Donc, elle peut endocyter des cellules infectées, comme elle peut endocyter des protéines virales relarguées par la cellule infectée. Peu importe. Elle va capturer des antigènes du virus. Cette cellule dendritique, elle va, au niveau du ganglion, aller au contact du CD4 et du CD8, que ce soit d'une manière séquentielle ou d'une manière simultanée. Peu importe, c'est la même façon. Donc, je vais vous expliquer. La cellule dendritique, et comme cette cellule dendritique qui aura capturé les antigènes du virus ou de la cellule infectée a la capacité de présentation croisée. Elle peut charger les antigènes viraux à la fois sur des molécules HLA de classe 1 et de classe 2, pour ainsi activer le CD4 et le CD8. Pour le cas, elle activerait un CD4, puisqu'on va devoir tuer la cellule infectée par un lymphocyte CD8. Allez. Pour la simple et unique raison, c'est que le seuil d'activation d'un lymphocyte TCD8 est beaucoup plus élevé que celui du CD4. Pourquoi?
Parce que le lymphocyte TCD8 est une cellule très dangereuse. On a un lymphocyte TCD8 activé, vraiment, c'est une bombe nucléaire. Il tue tout sur son chemin. Donc, il va falloir avoir un mécanisme de contrôle où on a un seuil d'activation beaucoup plus élevé. Chez nous, on a un seuil d'activation. En fin de compte, le CD8 a besoin de beaucoup plus d'activité de co-stimulation, beaucoup plus que le CD4. Alors, pour atteindre ce seuil d'activation du CD8, la cellule dendritique va devoir passer par le CD4. Et le CD4 va lui fournir le CD40 ligand qui va permettre l'augmentation de l'expression des molécules de co-stimulation pour atteindre le seuil d'activation des CD8. Donc, une cellule dendritique, pour activer un CD8, doit recevoir, si vous voulez, le permis d'activer le CD8 de la part du CD4. C'est le CD4, on l'a mis ici, tu peux activer un CD8. Qui fait en lui permettant l'augmentation de l'expression de ces molécules de co-stimulation. Chose qu'elle ne peut pas faire toute seule. Elle peut activer le CD4 toute seule, il n'y a pas de problème, mais pour activer un CD8 toute seule, non. Elle a besoin que le lymphocyte CD4 lui fournisse ce CD40 ligand pour qu'elle puisse atteindre le seuil d'activation d'un lymphocyte CD8. Et là, lorsqu'elle l'atteint, le lymphocyte CD8 va s'activer, va proliférer, et on va obtenir ce qu'on appelle des CTL pour cytotoxic T lymphocytes. C'est un lymphocyte TCD8 pleinement armé. Hadr, bishoktel, ready for use, ready to kill. Alors, ce CTL, ce qu'il faut garder en tête, au niveau du ganglion, n'a plus besoin d'être activé ultérieurement au niveau de la périphérie. Hadr, yukhraj min ganglion, hadr, bishoktel. Alors, ce lymphocyte TCD8, il va aller au niveau du site infectieux pour trouver les cellules infectées par le virus. Et je vous rappelle que les cellules infectées par le virus chargent des protéines virales sur des molécules HLA de classe 1, comme vous le savez, parce que les protéines virales sont des protéines cytosoliques et vont suivre la voie endogène et vont être bien sûr présentées sur des molécules HLA de classe 1. Et c'est ce qui va permettre au CD8 de les reconnaître et de les tuer. D'accord? Donc le CD8 va pouvoir tuer les cellules infectées par deux mécanismes. Un mécanisme membranaire et un mécanisme soluble. Alors le mécanisme soluble consiste en la libération du couple perforine-granzyme. Alors comme leur nom l'indique, perforine, ça perfore. Donc la cellule infectée par le virus, et les granzymes pénètrent, une fois que ce trou a été formé, les perforines ont un trou comme le complexe d'attaque membranaire, c'est de la même façon. Alors, les granzymes qui outrelouent, ils vont induire l'apoptose, ils vont agir sur des caspases et ils vont induire l'apoptose. D'accord? Ou bien par un mécanisme membranaire, la cellule cytotoxique, le CD8, va fournir le face-ligand aux faces de la cellule infectée et ceci va induire son apoptose. Donc que ce soit un mécanisme soluble, perforine-granzyme, ou un mécanisme membranaire face-ligand, ça induit l'apoptose. C'est la même façon. Perforine-granzyme soluble, face-ligand, membranaire. Résultat, le même. Apoptose. Redoublez le conflit examen, je me dis comme nécrose, pyroptose, quel que soit le type de mort, qu'est-ce que l'apoptose? D'accord? Je me tourne. Je me sais pas, c'est très fréquent. Donc redoublez, c'est de l'apoptose. Donc ce lymphocyte CD8 va, bien sûr, reconnaître les cellules infectées, va en tuer, mais ce qu'il faut garder en je fais polycopier les cours جدد mais قبل mais maîtres كانوا حاطين يسميوه هذا le baiser mortel. Les immunos sont un peu particuliers. Donc ils s'amusent le baiser mortel et un lymphocyte TCD8 ne tue pas une seule cellule, il va tuer plusieurs cellules, donc le polycopie c'est un meurtre en série. Voilà. Très poétique. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un lymphocyte TCD8 activé, il peut tuer plusieurs cellules infectées. D'accord, via bien sûr un mécanisme d'apoptose, qui soit soluble, perforine-granzyme, ou face-ligand qui est membranaire. Alors le lymphocyte TCD8 a la capacité également de produire des cytokines. Il peut produire d'interféron gamma, du TNF, alpha, du TNF bêta, qui bloque la réplication virale, qui augmente le pouvoir microbicide des NK, etc. Ok? Alors maintenant, on va voir le restant des cellules cytotoxiques. Alors je vous rappelle le macrophage. Le macrophage peut reconnaître les pathogènes via des récepteurs d'endocytose.
qui reconnaissent justement les bancs exprimés par ces pathogènes, puis émettre des pseudopodes, puis on va obtenir un phagosome. Le phagosome va s'acidifier, va fusionner avec le lysosome, et là, on va pouvoir tuer le germe. C'est un mécanisme standard de cytotoxicité du macrophage. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme autre mécanisme de cytotoxicité? On a ce qu'on appelle les NK. Ça vous dit quelque chose? On va le couper le doigt. Mais, alors, comment va agir le NK? Le NK, c'est ce qu'on appelle une cellule sentinelle qui va scanner toutes nos cellules pour voir si elles sont infectées par des virus ou si elles ont été transformées en cellules malignes. Alors, ces NK ont donc des récepteurs activateurs qui sont spécifiques d'épitopes ou de protéines ou d'antigènes ubiquitaires qui lui permettent de dire ça, c'est une cellule du soi. Juste à la fin interne, c'est pas une cellule étrangère. Et les Haj. On a des récepteurs inhibiteurs qui vont reconnaître les molécules HLA de classe 1 et qui vont scanner, si vous voulez, la concentration en ces molécules HLA de classe 1. S'il y a assez de molécules HLA de classe 1, c'est parfait, il ne va pas réagir et les récepteurs inhibiteurs vont inhiber le NK. Là, les molécules HLA de classe 1, comme je l'ai dit auparavant, constituent la carte d'identité de la cellule. Là, la cellule va dire j'exprime assez de molécules HLA de classe 1 chargées par des peptides issus de protéines normales, donc je suis normal. D'accord? Et le NK ne va pas la toucher. En revanche, si la cellule est infectée par un virus tumeur au début, ou s'il y a eu une transformation tumorale, elle va diminuer l'expression des molécules HLA de classe 1. Et là, elle ne va plus pouvoir présenter sa carte d'identité, qui sont bien sûr les molécules HLA de classe 1. Le NK va dire ça, ce n'est pas une cellule normale. Il y a un problème avec cette cellule. Et il va la tuer en libérant le couple perforine-granzyme comme le CD8. Et perforine-granzyme vont induire l'apoptose de la cellule infectée ou de la cellule tumorale. D'accord? C'est comme ça que le NK tue. Il détecte une baisse de l'expression des molécules HLA de classe 1 et va pouvoir agir en induisant l'apoptose. D'accord? Alors, dernière chose pour cette cytotoxicité, avant de passer à la réponse immunomorale. Alors la cytotoxicité est dépendante des anticorps ou antibody dependent cell mediated cytotoxicity qu'il ne faut pas confondre avec la phagocytose. On fait la DCC qui est du coup le croc, puis je boucle de phagocytose. Ça n'a rien à voir avec la phagocytose. Je vous explique ce que c'est que la cytotoxicité dépendante des anticorps. On va imaginer une cellule cible. Peu importe. Tumorale, infectée, on s'en fout. Qui exprime bien sûr certains antigènes. Et contre ces antigènes, on a pu fabriquer des anticorps, comme vous voyez ici. D'accord? Alors, une cellule cytotoxique, que ce soit un NK, un polynucléaire neutrophile, un éosinophile, un macrophage également, vont reconnaître ces anticorps fixés sur cette cellule cible via leur récepteur des fragments FC, qu'on appelle RFC, pour récepteur des fragments FC des anticorps. Je tiens à vous rappeler que ça, c'est un fragment FC, et que ça, ce sont deux fragments FAB, antigène binding. Alors, la cellule, ici, cytotoxique, ne va pas phagocyter, va dégranuler et libérer des médiateurs toxiques. Par exemple, le NK va libérer perforine-granzyme. L'éosinophile va libérer le pas-facétaire, la protéine basique majeure, l'éosinophile dérivent neurotoxine, etc. Et il va pouvoir tuer. Donc, sinon, à la DCC, ce n'est pas de la phagocytose, c'est une cytotoxicité qui est activée par la reconnaissance d'anticorps fixés sur une cellule cible. L'exemple typique, c'est ce qu'on fait contre un parasite. Donc, imaginons un adoudaol, un parasite de type Helminth, contre lequel on a fabriqué des anticorps. Généralement, ce sont des anticorps de classe IgE, de type IgE. Là, l'éosinophile, par exemple, reconnaît, grâce à son RFC, epsilon, c'est-à-dire récepteur du fragment FC de la chaîne lourde des IgE. Il reconnaît les IgE fixés sur ce parasite. Il va s'activer et libérer ses médiateurs toxiques et va pouvoir tuer ce parasite. Là, c'est un exemple de cytotoxicité dépendante des anticorps ou ADCC. D'accord? Et qui n'a rien à voir avec la phagocytose. Je me répète, mais c'est un point très important, je m'interromps sur l'examen. Mais, alors maintenant, on va répondre à quelques questions. Alors, les lymphocytes TCD8 expriment le CD3. Oui.
exprime l'antigène CD4. Alors, puisque j'ai dit CD8, je suis bête. Alors, porte l'antigène CD8, bien sûr, sont plus nombreux que les lymphocytes T auxiliaires chez les sujets sains. Est-ce que c'est vrai? Alors, le rapport CD4 sur CD8 pas déjà entre 1,5 et 2. Et c'est un rapport qui va s'inverser chez les malades atteints de VIH. D'accord? Alors, sont des composants de l'immunité innée. Hein? C'est faux. Donc, A et C. Alors, citez deux mécanismes effecteurs des lymphocytes T cytotoxiques. Alors, GeoBohac, soluble perforique coenzyme, membranaire, face liquant. D'accord? Alors, les lymphocytes T cytotoxiques expriment le CD8, bien sûr, reconnaissent sur leur cible le peptide antigénique présenté par des molécules HLA de classe 2. Est-ce que c'est juste? Provoquent la nécrose de leurs cellules cibles. Établissent le contact avec leurs cellules cibles grâce à l'interaction des molécules CD40, ligands CD40, exprimées respectivement sur le CTL et la cellule cible. On le comme les cellules cibles, les cellules dendritiques. Est-ce que c'est juste? Non. Là, le lymphocyte CD8, lorsqu'il va reconnaître une cellule infectée ou une cellule tumorale, juste il a besoin des molécules HLA de classe 1. Il n'a pas besoin des CD40 ligands CD40. Pourquoi? Parce que comme le CD8 surge du ganglion pleinement armé, on ne va pas l'activer davantage. Contiennent dans leurs granules perforés des enzymes. Oui ou non? Donc les bonnes réponses à les CD8 rendent perforés. Je comprends ou non ce matin? Alors maintenant on va passer à la réponse immuno-humorale, qui est la dernière partie, qui peut faire sujet bien sûr d'un autre troc de la part de l'organisme. Tapt ou à la tapt, mais on va devoir le faire d'une manière relativement, moi je suis très lente, mais ils ont compté faire. D'accord? Alors, la réponse immuno-humorale, c'est vis-à-vis généralement des germes à développement. Quel germe? Quel type de développement? Intra ou extra? Extracellulaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'antigènes. Il y a ce qu'on appelle les antigènes thymodépendants et les antigènes thymo-indépendants. Thymo-indépendants. Alors, les antigènes thymodépendants, ce sont des antigènes contre lesquels le lymphocyte B a besoin de l'aide du lymphocyte T. Je connais les antigènes thymodépendants, ce sont les protéines. Les protéines sont des antigènes thymodépendants et les antigènes thymodépendants sont tous des protéines. Ok. Alors, il y a ce qu'on appelle les antigènes thymo-indépendants, c'est-à-dire pour lesquels le lymphocyte B peut induire une réponse immune sans passer par l'aide des lymphocytes T. D'accord? Alors, il y a deux types d'antigènes thymo-indépendants. Il y a ce qu'on appelle les activateurs polyclonaux, qui sont généralement des endotoxines, qui sont le LPS, et qui peuvent activer plusieurs clones de lymphocytes B. Et on a les antigènes thymo-indépendants de type 2, ce sont des antigènes qui ont une structure répétitive qui suffit à faire agréger les BCR et activer le lymphocyte B d'une manière thymo-indépendante. Alors je vous les montre. Voici un antigène thymo-indépendant de type 1 qui peut activer, que ce soit à de faibles doses, les lymphocytes B qui lui sont spécifiques ou à de fortes doses, tous les lymphocytes B. Ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est un activateur polyclonal. Donc, il peut activer plusieurs lymphocytes B. Les antigènes thymo-indépendants de type 2, vous allez devoir les comprendre, je te fais un mot en bas de la vaccination. Alors, regardez cet antigène, il a une structure répétitive. Le même épitope va se répéter sur la surface. Ceci suffit à activer le lymphocyte B d'une manière thymo-indépendante. Alors, je dis une réponse immuno-humorale thymo-indépendante. Ce qu'il y a à retenir pour l'examen, c'est que pour ces antigènes thymo-indépendants, il n'y a pas de réponse secondaire. Il n'y a pas l'intervention des lymphocytes T. Donc, il n'y a pas de commutation de classe, il n'y a pas d'hypermutation somatique et il n'y a pas de mémoire. On n'obtient jamais de mémoire avec les antigènes thymo-indépendants. D'accord? C'est que pour les antigènes thymo-indépendants, du moment qu'on ne fait pas intervenir les lymphocytes T, on n'a pas de réponse immuno-humorale secondaire. Et du moment qu'on n'a pas une réponse immuno-humorale secondaire, on n'a pas de maturation d'affinité, on n'a pas de commutation de classe, et surtout, on n'a pas de mémoire. D'accord? Donc on va maintenant passer à la réponse immune contre les antigènes thymo-dépendants, et c'est là où vous allez voir ce qu'on gagne
en obtenant l'aide de la part d'un lymphocyte T. Alors, toutefois que les antigènes sont acheminés au niveau du ganglion, soit par la cellule dendritique qui va activer les lymphocytes T, soit au lymphe. Et lorsque ces antigènes ils vont être ou bien directement capturés par les lymphocytes B, ou bien ce qu'on appelle une cellule dendritique folliculaire. C'est pas une CPA. Je fais la cellule dendritique folliculaire, c'est pas une CPA. C'est une cellule qui donne l'antigène. Mouche qui présente l'antigène, qui donne partie. Un plateau, c'est un détail, laisse-moi le terme. Ce qui est à retenir de cette CDF, cette cellule dendritique folliculaire, c'est que ce n'est pas une CPA, c'est une cellule qui donne l'antigène au lymphocyte B. D'accord, c'est ça son rôle. Alors, le lymphocyte B, qui aura capturé l'antigène via son PCR, directement par la cellule dendritique folliculaire, peu importe, va recevoir un premier signal. Il reconnaît un antigène. Sauf que cet antigène n'a pas une structure répétitive et n'est pas un activateur polyclonal. Et donc le lymphocyte B, il ne va pas pouvoir y répondre. Parce que c'est un antigène dépendant. Alors je ferme le lymphocyte B, il va aller demander de l'aide de la part du lymphocyte T. Alors le lymphocyte B, oui, il m'ajoute. Je fais le cortical profonde. والليمفوسيت تي وين موجود؟ سامحوني الليمفوسيت بي موجود في الكورتيكال سوبرفيسيال والليمفوسيت تي وين موجود؟ في الكورتيكال بروفوند. دونك الزوز باش يمشيو لبعضهم باش يخلطوا للفرونتيير corticale superficielle, corticale profonde. Et là, le lymphocyte B va entrer en contact avec, attention, un lymphocyte T rouge naïf, préactivé par une cellule dendritique qui aura présenté le même antigène. Et comme cet antigène est issu d'un germe à développement extracellulaire, elle a dû ne pas lui donner de l'interleukine 12 et ce lymphocyte T est devenu un TH2, puisque ce sont les lymphocytes T helpers dont on a besoin lorsqu'on a un germe à développement extracellulaire. Alors les lymphocytes TH2 vont collaborer avec les lymphocytes B qui viennent par une double aide. Une aide membranaire avec le CD40 ligand du lymphocyte T qui va se lier au CD40 du lymphocyte B. Et il faut retenir ce couple de ligands, nécessairement pour l'examen. Donc CD40 ligand qui se lie au CD40 du lymphocyte B, plus les cytokines de type TH2, l'IL4, l'IL5, l'IL13. Et ceci va permettre une activation initiale des lymphocytes B qui vont se différencier après une vague de prolifération en plasmocytes producteurs d'IgM. Les plasmocytes, bien sûr, ils vont se localiser au niveau de la médullaire pour produire de grandes quantités d'IgM pour assurer une protection immédiate. C'est ça la réponse primaire. Comme le lymphocyte B ne peut pas réagir tout seul vis-à-vis de cet antigène dépendant, il a besoin de l'aide du lymphocyte T. Le lymphocyte T préactivé par la cellule dendritique. Et j'arrive pas à produire des anticorps, j'arrive pas à m'activer d'une manière assez efficace. Lymphocyte T, Allah yibelk. Le lymphocyte T, il doit lui fournir une double aide. Une aide membranaire, CD40 ligand, qui se lie au CD40 du lymphocyte B, plus une aide cytokinique. C'est deux types d'aides, membranaire et cytokinique. Et grâce à ceci, le lymphocyte B va proliférer et s'activer, se différencier en plasmocytes producteurs d'IgM pour assurer une protection immédiate. Beaucoup d'IgM comme ça au début, pour assurer une protection, pour diluer le pathogène ou le fou au bec des IgM. On essaye de le neutraliser. D'accord ? Après cette réponse primaire à IgM, après quelques jours, généralement 6 à 7 jours, quelques lymphocytes T et quelques lymphocytes B vont intégrer les follicules lymphoïdes B au niveau de la corticale superficielle et vont initier ce qu'on appelle la réponse immune humorale secondaire. Je répète, après la réponse primaire à IgM et les bulots qui permet une protection immédiate, quelques lymphocytes T et quelques lymphocytes B vont intégrer les follicules lymphoïdes B pour initier la réponse immune humorale secondaire. Alors je fais le follicule lymphoïde,
On va y trouver un centre germinatif où on a un centre-sombre, ça monnaie, où il y a une intense vague de prolifération. Les cellules qui subissent cette intense vague de prolifération, on les appelle des centroblastes. Ce sont des lymphocytes B, hein. Ce sont des lymphocytes B qui vont subir une intense vague de prolifération. Beaucoup de mitose. Ce sont de grandes cellules blastiques. On les appelle des centroblastes. Puis les cellules filles, au niveau de la partie claire, ce sont les centrocytes. Ce sont les cellules filles des centroblastes issues de ces mitoses, qui vont entrer en contact avec les CDF, qui vont bien sûr leur fournir l'antigène. Et là, on va avoir une couronne, si vous voulez, une partie périphérique qui est formée par les lymphocytes T et les kharjou al-barra suite à la prolifération des lymphocytes B. Donc, qui sert la prolifération des lymphocytes B, les lymphocytes T, c'est un peu ça, la structure du follicule lymphoïde. Mais, je vais ici, je vais ici, partie sombre, au stade de centroblaste, ou je vais ici, partie claire, au stade de centrocyte. Attention. Alors, une partie sombre, au stade de centroblaste, au cours de ces mitoses, au cours de cette intense vague de prolifération, les centroblastes et les lymphocytes B vont subir un phénomène très important qui s'appelle les hypermutations somatiques, ou on dit somatic hypermutations. Ce sont des mutations somatiques. On les appelle hypermutations somatiques parce que ce sont des mutations très fréquentes. Quasiment une mutation toutes les 1000 paires de bases et par mitose. Et ce phénomène est censé augmenter l'affinité de la partie variable d'une molécule d'anticorps et du PCR de ce lymphocyte B. Donc, les hypermutations somatiques touchent les domaines variables des molécules d'anticorps et se concentrent essentiellement au niveau des régions hypervariables qui se lient avec l'antigène. Le but de ces hypermutations somatiques, c'est la maturation de l'affinité, c'est-à-dire d'augmenter l'affinité de reconnaissance de l'antigène. D'accord ? Si on y arrive, bien sûr, les centrocytes vont pouvoir capturer l'antigène avec une grande affinité et vont subir ce qu'on appelle la commutation de classe, avec la class switch recombination, c'est-à-dire c'est la commutation de classe ou le switch isotypique pour passer d'une IgM vers une IgG ou une IgA ou une IgE. Pour les IgD, parfait. Ok. Et une fois qu'on a fait notre commutation de classe, on va devoir choisir de devenir un plasmocyte producteur de la nouvelle classe, ou bien on va obtenir des lymphocytes B mémoire. Donc on va revoir tout ça en détail. Alors, qu'est-ce que la réponse immune humorale secondaire? Quelques lymphocytes T et quelques lymphocytes B vont intégrer les follicules lymphoïdes pour initier cette réponse immune humorale secondaire. Toujours grâce à cette collaboration TP-TB, le lymphocyte TH2 va fournir une double aide, comme d'habitude, membranaire via CD40 comme CD40 et cytokinique via les cytokines de type TH2. Et donc, le lymphocyte B va entrer dans cette intense vague de prolifération au stade de centroblaste et va initier ce qu'on appelle le phénomène d'hypermutation somatique. Qu'est-ce que les hypermutations somatiques? Ça, c'est un détail. On va activer une enzyme l'activation induced deaminase, l'AID. Je sais l'AID, cette enzyme. Elle va désaminer les C en U. Et U, c'est une base de l'ARN. Donc, je dis les enzymes de réparation de l'ADN, elle va la remplacer par un T. Donc, in fine, on aura eu une mutation CT. Alors, pourquoi on appelle ces mutations hypermutations? Tout simplement parce que ce sont des mutations très fréquentes. Chaque mitose, toutes les 1000 paires de bases, il y a une mutation. Donc, ce sont des mutations très fréquentes qui vont toucher le domaine variable, les domaines variables, les 4 domaines variables du molécule d'anticorps, dans les 2 chaînes légères et les 2 chaînes lourdes, et vont se concentrer essentiellement au niveau des régions hypervariables, les CDR, c'est la même chose, pour essayer d'augmenter l'affinité de ce domaine variable, de ces domaines variables, avec l'antigène, pour reconnaître l'antigène avec une plus grande affinité, pour capturer l'antigène malgré sa présence en de faibles quantités. D'accord? C'est ça l'avantage de cette maturation d'affinité. Ok? Donc si on y arrive, on le garde, le lymphocyte B. Si on n'y arrive pas, si le lymphocyte B n'arrive pas à augmenter l'affinité, là, il va avoir un autre sort.
Ok, donc le but de ces hypermutations somatiques, c'est l'augmentation de l'affinité. Donc, il faut QCM, maturation d'affinité, c'est les hypermutations somatiques. C'est la même chose. Hein. C'est le même phénomène. Ok, et ça se passe au stade de centroblaste, au niveau de la partie sombre du follicule lymphoïde. Ok, même bat. On a les cellules filles, les cellules les centrocytes. Je suis on a les hypermutations somatiques, on a un BCR qui a été muté et hypermuté. Il a fait muté, c'est une affaire tout fait. Est-ce que réellement l'affinité est cumulée ou elle est? Il faut toujours faire un check. Alors là, les cellules dendritiques folliculaires, piartient l'antigène sur un plateau, mais en de faibles quantités. Uniquement les lymphocytes B qui auront augmenté d'une manière significative l'affinité de leur domaine variable vont pouvoir capturer l'antigène. Même des expériences ont montré que des lymphocytes B, il faut qu'on le barre dans l'antigène. Celui qui a une plus grande affinité, il prend l'antigène. Et c'est grâce justement à cette capture de l'antigène, ensuite sa présentation au lymphocyte B, que le lymphocyte B va pouvoir survivre. Sinon, il ne va pas pouvoir survivre. Il va mourir par apoptose. Donc, c'est nécessaire d'augmenter l'affinité pour pouvoir capturer l'antigène et pour survivre. Si ça n'arrive pas, il va mourir par apoptose. Donc, il faut augmenter son affinité. D'accord? Donc, il y a deux cas de figure. Ou bien il n'augmente pas l'affinité, ou bien il peut malheureusement, et ça arrive, acquérir une spécificité auto-immune. Là, je vous dis. Tu as des mutations, tu obtiens une spécificité auto-immune et tu reconnais un auto-antigène. C'est bon. Donc, lorsqu'il y a l'obtention d'une spécificité auto-immune, on va tuer le lymphocyte B par apoptose. Il ne va pas recevoir les signaux de survie. D'accord? En revanche, s'il aura augmenté son affinité d'une manière intéressante, qui lui suffit pour survivre, on va le garder, on va faire une commutation de classe. On va pouvoir, si vous voulez, obtenir des plasmocytes ou des lymphocytes B mémoire. Alors, Membat. Donc, on a les hypermutations somatiques au stade de centroblaste. Membat, au stade de centrocyte, je tape tout fait BCR, est-ce qu'il va augmenter son affinité? Si c'est le cas, on garde le lymphocyte B et on va initier la commutation de classe. Allez, je la commutation de classe. Les hypermutations somatiques se sont intéressées d'une partie variable pour augmenter l'affinité. C'est un domaine variable pour répondre à de moindres quantités d'antigènes, pour être plus efficace. Mais, et la commutation de classe, c'est quoi son but? Est-ce qu'on commute de classe pour nos beaux yeux? Comme ça? Pour frimer? Pour la frime? Hein? Voilà, pour une raison vitale. Mais la commutation de classe, c'est faire. Jean les badlots. Badlots. La chaîne lourde. Donc on a changé le fragment FC. Et le fragment FC, c'est un fragment porteur des fonctions effectrices d'une molécule anticorps. Alors, c'est-à-dire qu'on va partir d'une IgM qui n'est pas très intéressante, qui ne peut qu'activer le complément par la voie classique, vers par exemple une IgG, qui est plus intéressante, avec laquelle on peut phagocyter, faire de la DCC, etc. Donc on ne va pas commuter juste pour le fun, on va commuter pour obtenir de nouvelles fonctions effectrices beaucoup plus intéressantes que celles qu'on trouve sur les IgM. Ok? Donc, une commutation de classe, ça va nous permettre de garder la même partie variable, le VDJ, qui code pour les domaines variables. Et on va changer la partie constante grâce à des séquences S qui se trouvent en amont de chaque gène C. Et on va enlever tout l'ADN intermédiaire. Et je vous rappelle ce qu'est la commutation de classe. Ça se passe de cette manière. Regardez. Donc on a le même VDJ qui est collé au CMU. Et je vous rappelle ces séquences switch qui se trouvent en amont de chaque gène C, à l'exception du delta. Delta, on l'obtient par épissage alternatif. Qui fait cette combinaison de classe? Imaginons là, nous sommes dans une muqueuse. Et on a besoin de produire des IgA. Des IgA. Nous sommes dans une muqueuse et on a besoin de neutraliser par exemple des bactéries et leurs toxines. Ici, on va rapprocher les séquences S mu au C-alpha. On va enlever tout l'ADN intermédiaire, donc le VDJ cette fois-ci est en contact du C-alpha. Donc on aura gardé le même VDJ, donc le même domaine variable, donc on reconnaît le même antigène. Ça n'a pas changé. Par contre, on a obtenu des nouveaux
domaine constant de la chaîne lourde. Et donc forcément, on a fait une commutation de classe et on a obtenu de nouvelles fonctions effectrices. D'accord? C'est ça la commutation de classe qui se passe au stade de centrocyte. D'accord? Ok? Donc, si je vous pose la question suivante, qui est une question très fréquente, quelles sont les 3 caractéristiques de la réponse immune humorale secondaire par rapport à la primaire? شنو اللي يصير في الريبونس immune humorale secondaire؟ حاجات اللي ما نلقاهمش في الريبونس immune humorale primaire. شنو؟ ثلاث حاجات. Donc, maturation d'affinité, les hypermutations somatiques, commutation de classe, اللي تصير في الريبونس immune humorale secondaire. Troisième chose, mémoire. C'est l'obtention de lymphocyte B, mémoire. ودوا تفهموا علاش contre les antigènes thymo indépendants وقت اللي ما نستعملوش الليمفوسيت تي لا نجموا نعملوا hypermutation somatique لا نجموا نعملوا commutation de classe ولا نجموا نعملوا mémoire. Donc vous allez me dire, si je dois concocter un vaccin contre un polysaccharide et en structure répétitive, par exemple le polysaccharide n'est pas pneumocoque, il est موجود هو الفاكسان هذا. Il y a une structure répétitive qui est un antigène thymo-indépendant. قول كيفاش نستعملوا فيه comme vaccin أو كيفاش نجموا نردوا الفاكسان هذا efficace. حسب عليك. هو il induit une réponse thymo-indépendante. On n'a ni commutation de classe, ni maturation d'affinité, ni mémoire. Vaccin sans mémoire, c'est un vaccin. Parfait. Donc شنو الحل؟ عندك حل مدام؟ Allez juste vous défendre les femmes. Alors, c'est avec un antigène thymo-indépendant, il laisseront un antigène thymo-indépendant. Donc, on par exemple un antigène vaccillaire de type protéine, par exemple l'unanatoxine. C'est une protéine. On laisse faire un polysaccharide, et comme ça, on obtient une réponse thymo-dépendante et on arrive à obtenir de la mémoire contre la protéine et contre le polysaccharide. C'est une des astuces qu'on peut réaliser. D'accord? Alors, quelle classe va-t-on choisir? IGA, IGE, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Tout ceci dépend de la nature du germe. Et en fonction de la nature du germe, la cellule dendritique va transformer le TLPER. Alors, on a parlé comme TH2, mais ce n'est pas exactement vrai, mais c'est juste comme la compréhension. En fin de compte, il y a plusieurs TLPER, il y a les TH9, les TH17, les TH22, il y en a plein. Donc, le fait qu'on fait l'immunome dans les années 90 pour ne pas faire compliquer les choses. Et chaque sous-population va produire des cytokines particulières en fonction du germe infectant pour permettre l'obtention de telle ou telle classe. D'accord? C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on vous le présente. Et le mohem, c'est en fonction des cytokines qu'on va choisir quelle classe va-t-on choisir. D'accord? Donc c'est le TLPER qui va choisir, en libérant l'interleukine 4, de nous permettre d'obtenir ces IgE ou ces IgG4 avec l'interféron gamma des IgG1, etc. Donc c'est en fonction de ce que libère ce lymphocyte TLPER. Et le lymphocyte TLPER, bien sûr, ne libère pas n'importe quoi. Il aura été sous contrôle orienté par la cellule dendritique, en fonction des antigènes et du germe qu'elle a phagocyté ou endocyté. D'accord? Ok? Donc, pour résumer cette réponse immune humorale vis-à-vis des antigènes thymodépendants, alors, au début, le lymphocyte B, il reconnaît un antigène thymodépendant, une protéine. Il n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Ce n'est qu'un premier signal complètement insuffisant. Il va aller au contact d'un lymphocyte T préactivé par la cellule dendritique. Ceci va permettre une activation initiale et l'obtention de plasmocytes producteurs d'IgM permettant une protection immédiate. Après quelques jours, quelques lymphocytes T et quelques lymphocytes B vont intégrer les follicules lymphoïdes. Et on va passer par deux stades. Au cours du stade de centroblaste, il va y avoir une intense vague de prolifération et on va avoir ce qu'on appelle les hypermutations somatiques dont le but c'est d'augmenter l'affinité des domaines variables du PCR et de l'anticorps. Puis, les cellules filles, on va vérifier chez elles si le PCR aura augmenté l'affinité d'une manière conséquente et intéressante sans devenir auto-immun, sans devenir autoréactif. Si c'est le cas, à ce stade de centrocyte, ça va subir
la commutation de classe, qui est le changement de la partie constante de la chaîne lourde. On passe d'une IgM vers une IgG ou une IgA ou une IgE pour obtenir de nouvelles fonctions effectrices. Et à la fin, on va obtenir ou bien des plasmocytes produisant la nouvelle classe, ou bien des lymphocytes B mémoire. Oubliez cette partie. Donc, ou bien on aura augmenté l'affinité et on le garde. Si l'affinité n'aura pas été augmentée, ça meurt par apoptose. Et si ça devient autoréactif, ça meurt par apoptose. Donc il faut augmenter l'affinité sans devenir autoréactif. Ok? Un lymphocyte B commuté qui aura augmenté son affinité, ou bien il va devenir un plasmocyte producteur de la nouvelle classe, IgG ou IgA ou IgE, peu importe. Ou elle a des lymphocytes B mémoire qui vont servir pour les prochaines infections, les infections ultérieures. D'accord? Féminin? Voilà. Alors, pourquoi je vous ai mis cette diapo? C'est pour vous faire c'est pour comprendre la nuance entre premier contact, second contact, réponse primaire, réponse secondaire. Généralement, pour le premier contact, réponse primaire, second contact, réponse secondaire, c'est pas exactement vrai. Alors, lors d'un premier contact avec un antigène, on va avoir au début, bien sûr, essentiellement une réponse primaire à IgE. D'accord? Mais à la fin de ce premier contact, il va y avoir une ébauche de réponse secondaire à IgG. Et là, on va obtenir, bien sûr, des clones mémoire. Lors de la réintroduction de l'antigène, donc le deuxième contact avec ce antigène, on va avoir une réponse immune humorale secondaire essentiellement qui va prédominer, qui va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus ample, qui va durer beaucoup plus longtemps. Mais malgré tout, on va avoir un petit peu de réponse primaire. Ninja. qui sont sensibilisés de nouveau. هذا جاي من les lymphocytes B naïfs اللي مازالوا كيخرجوا من المونوسيل جدد هذوما القدم هما عملوا الريبونس المورال سكوندير هذوما الميموار وهذوما النايف داكور هذا هو الفرق ما بين premier contact second contact réponse primaire et réponse secondaire فهمتوا c'est une certaine nuance. Voilà, alors on termine avec quelques questions. Normalement, un petit lèche pas cher. Bon, ça va. Alors, la réponse immune-humorale peut impliquer l'interleukine 4. Est-ce que c'est juste? L'interleukine 4, c'est une cytokine TH1 ou TH2? Donc oui, et surtout de type IgM lors d'une réponse primaire. Oui ou non? Lors d'une réponse primaire, qu'est-ce qu'on s'appelle? IgM. Et de type IgG vis-à-vis d'antigènes polysaccharidiques. Je vous rappelle que les antigènes polysaccharidiques ont une structure répétitive. Ils peuvent activer les lymphocytes B d'une manière thymo-indépendante, sans induire bien sûr une réponse immune humorale secondaire. Donc, est-ce qu'on peut obtenir des IgG vis-à-vis de polysaccharides tout seul, comme ça? Non. Détermine la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. C'est mal posé comme item. Est-ce que pendant la réponse immune humorale, on fait différencier certains lymphocytes B en plasmocytes? Oui. Nécessite une coopération étroite entre les lymphocytes B et les CD4 vis-à-vis d'antigènes protéiques, c'est-à-dire des antigènes thymodépendants. Est-ce que c'est juste? Oui. Donc ABDE. Alors, au cours de la réponse immunitaire vis-à-vis d'un antigène thymodépendant, la coopération entre BD se fait par contact cellulaire uniquement. Contact cellulaire uniquement, CD40 ligand, CD40. C'est juste? Non. Par des facteurs solubles non spécifiques. Alors, non spécifiques, c'est-à-dire que ce ne sont pas des cytokines spécifiques d'un TLP. Donc, c'est faux. Par l'interaction entre CD40 ligand et CD40, entre autres. Oui? Non? Oui. Alors, au niveau des organes, sont trop lymphoïdes. La question est... Hey, les organes lymphoïdes sont trop au primaire. C'est le siège de la maturation, en bouche de la réponse immune. Réponse immune fait les organes lymphoïdes secondaires. Et d'indispensable pour générer les lymphocytes B mémoire. Coopération TB est indispensable. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr. Sans T, on ne peut pas réaliser une réponse secondaire, on ne peut pas avoir de mémoire. Donc les bonnes réponses sont C et E. Alors, concernant la réponse humorale à un antigène thymodépendant, aboutit à la synthèse exclusive d'IgE. Au début, bien sûr, on va commuter, donc c'est faux. Aboutit à la sélection de lymphocytes B exprimant des immunoglobulines de forte affinité. Oui ou non? Parfait.
La commutation de classe se passe au stade de plasmocyte. Plasmocyte, alors c'est un stade où il n'y a même pas de PCR, c'est une cellule qui produit des anticorps. Et dépendant de l'interaction CD40 ligand CD40. Est indépendante de la synthèse des cytokines. Donc c'est faux. BD. Alors le mécanisme des mutations somatiques des gènes des immunoglobulines est déclenché par la reconnaissance de l'antigène. Est-ce qu'on fait la commutation ou les mutations somatiques قبل la rencontre avec l'antigène ou la بعد قبل l'infection ou la l'infection بعد forcément. Donc il est déclenché justement par la reconnaissance de l'antigène. Et déclenché au stade de plasmocyte, le plasmocyte, à part la synthèse des anticorps, est concentré au niveau des régions constantes des immunoglobulines. Les hypermutations somatiques, ça touche quel domaine? Constant ou variable? Variable, donc c'est faux. Aboutit, en tout cas, essaye d'augmenter l'affinité des immunoglobulines. C'est le but affiché, en tout cas. Aboutit à la commutation isotypique, la commutation somatique haja, ou la commutation haja. Ok? Donc c'est faux. Donc AD. Concernant les antigènes thymodépendants, sont généralement de nature protéique. Oui, induisent toujours une réponse de type primaire. Ça, c'est un item très mal posé sur le plan pédagogique. Bien sûr, on induit toujours une réponse primaire au début. Donc, secondaire. Alors, celui qui a posé cette question, Schurst. Est-ce qu'il y a un primaire dit ma vélo ou passe, ou est-ce que dit ma primaire donc, je ne sais pas, donc je vous faire réponse. Alors, en une structure répétitive, et je n'ai pas dit que c'est une question féminine pour ne pas stimuler votre camarade. Alors, en une structure répétitive pour activer directement le lymphocyte B. Parfait. Nécessite une liaison à une protéine porteuse pour devenir immunogène. Oh! Non. Alors, les antigènes et les lascons fait protéine porteuse pour devenir immunogène. Les aptènes, les aptènes qui sont antigéniques mais qui ne sont pas immunogènes par eux-mêmes. On doit les mettre sur une protéine porteuse. Comme Dr Fanour, carrière. Alors, j'ai alors, nécessite, donc les caparta, sont capables d'induire une mémoire immunologique. Thymodépendant, hein? Oui, donc c'est juste. Alors, citer le couple de molécules impliquées dans la coopération TB, indispensable à la commutation de classe, et indispensable également aux hypermutations somatiques. Quelle est la conséquence pathologique d'un déficit en ces molécules? Chaud le couple de ligands. Et les secondes t'arrivent l'examen. CD40, CD40. Donc CD40 ligands, CD40. Hey, qui m'a CD40 ligands, par exemple? Chici. Chici. Pas mal des mutations qui touchent ces CD40 ligands. Généralement, ce sont des mutations liées à l'X. Ça touche les garçons. Chici, pour une fois que ça touche les garçons. Hein. Je suis d'accord. Alors. Chici. C'est lisse. Trop trop le syndrome d'hyper-IgM, si vous voulez. Pourquoi hyper-IgM? Parce qu'on n'arrive pas à commuter de classe. On n'arrive pas à faire des commutations de classe. D'ailleurs, indispensable à la commutation de classe. Tu vois, t'es quoi avec mes questions? Là, je me trouve absence de commutation de classe qui est déficit élevé. En ayant un QI très très élevé. Même en ignorant la réponse. Vous êtes d'accord? D'accord, ouais, bon courage.